Oppenheimer, le dernier film de Christopher Nolan, est en salle depuis quelques jours. À chaque fois que Nolan nous balance un nouveau film, la planète ciné se met à bouillir et c'est tout l'écosystème hollywoodien qui retient son souffle. Avec la sortie d'Oppenheimer ce mercredi 19 juillet 2023, je me suis hypé tout seul sans pour autant risquer de me spoiler quelque élément que ce soit puisque j'ai esquivé tel Neo dans la matrice toute information préliminaire jusqu'à la bande-annonce du titre. C'est donc immaculé de toute information que je me suis présenté nu comme un verre devant la grande toile blanche de mon cinéma local et je vous l'annonce, j'ai adoré Oppenheimer dans sa globalité. Mais qu'est-ce que je l'ai trouvé chiant sur sa longueur. Vous me suivez? Bon, si mon sentiment paradoxal vous échappe, je vous rassure, il n'a rien de très quantique. Suivez-moi, je vous explique mon point de vue comme si j'avais 4 ans, sans spoiler, du moins comme d'hab, pas plus que dans les trailers. Et si vous ne voulez pas du tout être spoilé, mais qu'est-ce que vous faites là, bon sang? Vous n'encaissez pas la vérité. Notre devise, c'est honneur, code, loyauté. Pour nous, ces mots sont la poutre maîtresse d'une vie passée à défendre le bastion. Chez vous, ces mots finissent en gag. Pardon, excusez-moi, je m'emballe. Le monde n'oubliera pas cette date. Allez, grosso modo, Oppenheimer, c'est un film long de 3 heures, réalisé par Christopher Nolan, le maître derrière Memento, Interstellar, Inception et les meilleurs Batman. Une palette d'acteurs exceptionnels y tiennent les rôles principaux, avec notamment Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon et Florence Pugh, pour ne citer que. Retenez enfin qu'il ne s'agit ici pas d'un film de science-fiction, comme Nolan a l'habitude d'en proposer, mais bien d'un biopic lui-même, inspiré du livre biographique de J. Robert Oppenheimer, American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, coécrite par Martin J. Sherwin et Kai Bird, comme ça vous l'avez. Ce biopic grandiose, dont le budget s'élève à 100 millions de dollars, raconte la vie du scientifique Julius Robert Oppenheimer, on l'a compris, physicien théoricien américain et professeur de physique, né en 1904, il est devenu le chef du laboratoire de Los Alamos pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a joué un rôle prépondérant dans le projet Manhattan, à l'origine de la toute première bombe atomique, un exploit qui provoquera néanmoins son désarroi. D'ailleurs, il a même confié, après la détonation de la première bombe, « Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. » Voilà, c'est ça le pitch. Alors, bienvenue à tous, on peut causer de cinéma et de Oppenheimer. Bon, Oppenheimer au niveau du scénario, écoutez, Oppenheimer, c'est franchement une tuerie. Je viens de vous l'expliquer en intro, c'est excellent, surtout quand on voit le film dans son ensemble. Ça veut dire quoi quand je vous dis ça? En fait, ça veut dire que quand vous sortez du film, vous êtes choqué. Selon moi, vous êtes choqué. Moi, j'ai été choqué. Choqué, attention, j'ai pas fait pipi dans la culotte, mais on sent qu'il y a un enjeu et le film nous porte vers cet enjeu pendant toute sa longueur, donc 3 heures de film. Le scénario est excellent, un peu à la Memento déjà, Inception, bref, on connaît le cinéma de Nolan, on sait qu'il aime découper ses films, mélanger, les déstructurer pour nous raconter une histoire un peu à sa façon, comme ça, totalement décalée. Ici, ça se prête à mourir, puisque en fait, la façon dont il a découpé son film, c'est exactement comme fonctionnerait une bombe atomique. En fait, il a en effet découpé et complètement éclaté son film, encore plus que d'habitude j'ai l'impression. Alors ok, depuis Memento on connaît son process, mais là il est allé encore plus loin et c'est vrai qu'on a cette impression qu'il a voulu nous donner l'impression d'être dans une bombe atomique et de vivre un petit peu comme ça son scénar, son film à travers un récit totalement déstructuré. Alors je trouve ça excellent au niveau artistique. Ça se tient en effet parce qu'on en sort déboussolé, il faut s'accrocher et on sent qu'on n'est pas là pour une partie de pur plaisir. On n'est pas dans le blockbuster qui va se consommer easy peasy en mode off, va falloir réfléchir. Mais quand on en sort, quand je vous dis que j'ai été un petit peu choqué, eh bien c'est plutôt qu'on est dans un mode un peu d'indigestion. Ce scénario a un côté indigeste. Et c'est même pas une question de scénario, c'est la structure de son film. On est déjà en train d'aborder le côté réalisation, évidemment, tout est lié, évidemment.
a un côté indigeste. Et bon, voilà, ça j'ai un petit peu eu du mal pendant le film. C'est pas que j'ai eu du mal à entrer dedans, je suis entré dedans assez vite parce que tout est fait pour vous emporter, quoi, comme un gros engrenage. Mais voilà, c'est pas évident, et quand on en sort, on est content de l'avoir vu, mais on n'a pas spécialement envie de le revoir. Et ça a beau être indigeste, il y a rien à faire. Si on veut pouvoir profiter pleinement de l'enjeu proposé par le film, on est obligé de passer par là. Moi, j'ai vu ça comme une espèce d'initiation à l'histoire de la bombe atomique, et je pense qu'on est quand même nombreux à ne pas connaître tous les enjeux de cette phase de l'humanité. On ne connaît pas tous l'histoire d'Oppenheimer, et on ne connaît pas tous tout ce qui s'est passé en amont du premier essai de la bombe atomique. À tel point qu'au final, en fait, ce film pourrait devenir, vous savez, les films qu'on regarde à l'école quand on a 15 ans, qu'on nous impose, que les professeurs nous imposent, et puis dont on se dit, purée, ce film, je vais encore me le taper, comme Germinal, quoi. Vous voyez, on a un peu cet effet-là. Mais, je le répète, la prise de conscience à la fin, elle est pour moi excellente, et en fait, elle nous balance un effet du genre, mais what the fuck? Qu'est-ce que je fous là en tant qu'humain? Mais qu'est-ce qu'on est con en tant qu'humain? Wow! On va où maintenant? Enfin voilà, donc attention, si vous y allez, on n'est pas en mode popcorn, easy, peasy, chill, on est plutôt là en mode prise de conscience, ça balance, j'entre dans la salle, je suis attentif et je ramasse en fait tout ce miroir de l'humanité qui me revient en pleine tronche. Alors au niveau casting, comme souvent avec Nolan, depuis un moment maintenant, on marche sur l'eau. Et les acteurs sont tous super bien utilisés. Bon, évidemment, on commence par Oppenheimer, Cillian Murphy. Cet acteur est exceptionnel, il a déjà bossé avec Nolan, vous le savez évidemment. D'ailleurs, il a un côté super-héros puisqu'il a joué dans Batman. Il est excellent, mais alors là, Cillian Murphy, il a 46 ans, c'est un acteur irlandais. Et il est complètement habité par Oppenheimer, il vous met dedans. Il fera partie des acteurs nominés aux Oscars. Est-ce qu'il aura un Oscar? J'en sais absolument rien, mais ce serait légitime tellement sa prestation est excellente. Il vous met dedans, j'ai envie de dire, à lui tout seul, même si le film c'est un ensemble, punaise. Et d'ailleurs, on ne peut pas envisager aujourd'hui un autre acteur pour avoir joué ce rôle-là. C'est incroyable. Franchement, lui, il est au top. Alors, à côté de lui, vous avez Emily Blunt. Punaise, qu'est-ce qu'elle est délicieuse. Emily Blunt fait partie des meilleures actrices en fait des dernières années. Ce n'est probablement pas l'actrice qui est la plus mise en avant, quoique, elle a quand même eu pas mal de rôles très très sympas, mais là pour le coup, elle est excellente. En fait, elle va jouer ce rôle de femme dure, ce rôle de femme un petit peu qui prend le taureau par les cornes dans le couple, mais là où son jeu est intelligent et là où la façon dont elle a été dirigée est très intelligente, c'est que au-delà de ça, on va ressentir toute sa fragilité, toutes ses faiblesses, toutes ses angoisses. Et en fait, il y a un personnage en pleine dualité qui est peut-être le personnage que j'ai préféré dans le film, au-delà de Oppenheimer, mais lui, c'était presque acquis d'avance. Elle est parfaite. Tant qu'on est dans la catégorie des femmes, on va y rester. Il y a Florence Pugh, évidemment, qui joue le rôle de l'astrophysicienne Jean Patlock. Elle est aussi, évidemment, très très bonne. Elle a joué d'ailleurs dans Les 4 filles du Docteur March, réalisé par Greta Gerwig, qui a réalisé Barbie, qui est sorti le même jour que Oppenheimer. Petit clin d'œil. Alors, elle, son perso, il est aussi tout en dualité, mais moins que celui d'Emily Blunt. Alors, on risque de ne retenir que les scènes de nu, puisque c'est assez rare, mais Nolan a amené des scènes de nu dans son film avec Florence Pugh. Elles sont particulières, ces scènes-là. En fait, elles vont un peu vous ramener aux scènes de pseudo-nu de Titanic avec Kate Winslet, sauf que elles sont un peu plus dark. Pourtant, on est plus ou moins dans le même contexte. Il est question d'adultère d'une façon ou d'une autre. Mais ici, évidemment, les enjeux sont tels que ça met mal à l'aise. Et les scènes de nu, la façon dont c'est filmé, c'est très brut, c'est très cash. Et ça met, pas que ça met en valeur son corps et que ça n'a pas tellement un côté sensuel, mais par contre, ça a un côté lourd, quoi. Et toute cette ambiance qui pèse sur le film, toute cette prise de tête du personnage principal, Oppenheimer,
elle est renforcée par ces scènes de nu que d'une part on n'a pas l'habitude de voir dans le cinéma de Nolan et d'autre part qui n'ont peut-être rien à foutre là. Et là du coup c'est elle qui va porter cet enjeu-là et elle le fait divinement bien, aussi bien en se foutant un poil malheureusement que dans son jeu général. Excellent. Alors on revient dans la catégorie des super-héros avec Robert Downey Jr. qui va jouer le rôle de Levi Strauss, tout en finesse. On est évidemment loin des clichés de Iron Man, super-héroïque Marvel. Là, il va aller taper son jeu vraiment dans une toute belle finesse, lui aussi tout en dualité. Robert Downey Jr. est un des meilleurs personnages du film, encore un. Alors il y en a plein d'autres, vous avez aussi évidemment Matt Damon qui est très bon. Lui, c'est probablement celui qui fait le plus du Matt Damon. Vous allez me dire, bah oui, les autres ne vont pas faire du Matt Damon. Non, mais Matt Damon, on connaît son jeu et là, il reste dedans. Mais en fait, c'est parfait. Je ne vois pas ce qu'il aurait pu faire d'autre. En tout cas, ce n'est pas lui qui a réinventé son jeu pour le film. Mais ce qu'il fait, il le fait très bien. Voilà. Donc, bref, le casting est très bon. On n'en doutait pas. Nolan les a très bien dirigés, selon moi. Et il les a amenés là. Il voulait chacun les amener. Bravo l'artiste. Et on passe au fameux plat de résistance, mais évidemment que Nolan est un grand maître. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on a tous, je crois, au moins aimé un film de Nolan. Sinon, vous ne seriez pas là. Alors, ici, en fait, les grands maîtres du cinéma, quand ils ratent un film ou quand un film est un peu moins bien perçu, on dit qu'on n'a pas compris ce qu'il a voulu faire. Ici, je pense que tout le monde comprendra ce que Nolan a voulu faire. Et Nolan m'a conquis à mourir avec Interstellar. Interstellar fait vraiment partie de mes films préférés et fait vraiment partie des films que je lance très souvent en fait, ne serait-ce que pour m'endormir ou même si j'ai un peu le blues, ça me donne la patate, ça me transporte. Ici, Oppenheimer, on n'est pas du tout là-dedans. Inception a un peu ce côté-là aussi, peut-être un peu moins digeste que Interstellar, en tout cas à mes yeux. Memento, c'était une grosse surprise. The Dark Knight, je le trouve excellent, je peux le regarder très souvent. Voilà, le cinéma de Nolan, c'est vrai que Tenet, j'ai pas adoré non plus. C'était un peu biscornu, mais je trouve pas que ce soit totalement à jeter. C'est quand même un film que je pourrais revoir une fois ou deux tranquillou. Ici, le réalisateur, pour ma part, encore une fois, il s'agit juste de mon avis, il a réussi à me transporter complètement, mais d'une toute autre façon. Cette fois-ci, je dois quand même vous dire, c'est un peu comme je vous disais pour le scénar. En fait, j'ai consommé Oppenheimer comme j'ai déjà consommé des films d'Oliver Stone. Vous voyez, des films un petit peu lourds, longs, comme JFK, etc. Mais excellents, terriblement initiatiques, et c'est du grand cinéma. On a ici un peu cet effet-là. Un film qu'on doit subir, un film qui a été un peu tiré en longueur, même probablement trop tiré en longueur, mais qui nous amène comme ça du grand cinéma non-stop. Il y a quand même des phases dans le film qui sont, comme je l'ai dit, tirées en longueur, notamment cette espèce de faux procès. Ça va durer un peu longtemps, on y revient beaucoup, mais je crois que c'est la seule partie du film qui a réussi à nous mettre un petit peu de suspense, même si on connaît tous un petit peu la fin, quoique. Le fait est qu'on a un grand réalisateur qui sait faire des grands films. Alors, dans sa décomposition, comme ça, toute particulière, voilà, il est capable de déstructurer un film comme très peu savent le faire. Moi, le premier qui m'avait mis par terre en déstructurant un film comme ça, c'était Tarantino, avec Reservoir Dogs, Pulp Fiction. Et ici, on est à des années-lumière maintenant, on est 30 ans plus tard, et il y a encore un mec qui fait ça et qui réinvente cette façon de faire un film et qui le met totalement au service de son scénario, de l'histoire qu'il essaie de raconter. Il se réinvente dans son genre. Là où le film et sa réalisation pourraient diviser, et ce serait totalement légitime de moins aimer ça, c'est que Nolan a délibérément décidé de ne pas tomber dans le voyeurisme. J'explique. Il y a cette histoire de bombes et de minimum d'effets spéciaux, etc. Eh bien, c'est vrai qu'au moment de l'explosion, alors attention, mini-spoil, mais bon, encore une fois, c'est quelque chose qui se sait normalement. Il ne va pas nous montrer l'explosion de la bombe à Nagasaki et à Hiroshima. Peut-être que certains se diraient, j'aurais quand même bien voulu voir. Ouais, mais on va tomber dans le voyeurisme total. Bon, je crois que les Japonais n'ont pas besoin de revoir ça au cinéma. Je ne sais pas s'ils iront voir le film d'ailleurs. Je me pose la question de comment ils vont appréhender ce film. Et même chose quand ils vont faire les essais, de l'opération Manhattan, même chose, vous allez avoir la bombe qui va exploser, mais là où le film repose terriblement, on va y revenir sur la prise de son et sur le montage son, et bien là aussi, vous allez avoir un silence complet. Et en fait, Nolan va réussir à jouer avec le son dans ce film
comme je ne l'ai plus vu depuis l'intro du Soldat Ryan. Je me souviens très bien, au Cinoche, quand je suis allé voir Il faut sauver le Soldat Ryan de Spielberg, la scène d'intro du débarquement de Normandie avec cette prise de son comme ça, à double effet, entre les moments où les soldats ont la tête hors de l'eau et puis la tête dans l'eau, eh bien, cet effet, j'avais vraiment adoré. J'ai plus jamais retrouvé ça au cinéma à ce point-là. Eh bien là, avec Oppenheimer, je l'ai retrouvé même un niveau au-dessus. Là aussi, on va parler d'Oscar. Punaise, la gestion du son, le montage son, waouh, sérieux. Là, on marche sur l'eau, c'est le cas de le dire. Il va jouer avec des moments de silence, avec des moments de tension, avec des montées en tension. C'est une des plus belles partitions sonores de Nolan. Alors, pas de Hans Zimmer pour la bande originale, c'est Ludwig Göransson qui s'en charge cette fois-ci. On n'est pas du tout dans les sons, dans les musiques de Hans Zimmer qui vont venir englober, porter, supporter le film, comme dans Interstellar, encore une fois, avec des musiques exceptionnelles. Mais les musiques font très bien le taf ici. Et je pense que c'est cohérent de la part de Nolan d'avoir opté pour un musicien beaucoup plus sobre, puisque comme je vous le disais, on n'est pas dans du cinéma popcorn, on n'est pas dans des grandes envolées. Ici, on est en mode respect total. Et là, les musiques, elles font très bien le job. Elles sont très bonnes, mais elles vont moins soulever le film que les musiques de Hans Zimmer n'ont pu le faire dans Interstellar. D'ailleurs, la comparaison avec Interstellar, elle ne fait même pas sens, tellement les sujets sont opposés. Alors, au-delà du son, on va revenir un petit peu sur l'image, puisque vous avez des passages dans le film en noir et blanc et des passages en couleur. Alors, j'ai lu ça dans le premier, c'est Nolan qui le dit. En fait, il a forcément délibérément opté pour des passages en noir et blanc pour mettre l'accent sur tout ce qui est objectif dans l'histoire, ce qui s'est réellement passé et ce qu'on ne remet pas en doute. Les phases en couleur sont plutôt les phases subjectives, donc c'est-à-dire les phases un petit peu plus romancées peut-être ou plus liées à une interprétation. Bon, c'est ce qu'il dit. Après, tout est sujet à interprétation évidemment, mais c'est dans ce sens-là qu'il a défini son code couleur. Et ça, c'est pas hyper évident à catcher du premier coup. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, et moi, j'étais pas au courant, j'ai lu ça dans le premier, derrière le film. Et quand on voit le film, implicitement, on va pas deviner que, oui, il y a des phases de couleur, des phases de noir et blanc, j'ai compris. C'est un peu perturbant. Si on ajoute ça au côté déstructuré du scénario, ça commence à faire beaucoup. Quand je vous dis que c'est un film à intellectualiser, je me moque pas de vous. Bref, vous l'avez compris, en qualité de réalisation, on est vraiment sur un film d'auteur, mais qui se vend comme un blockbuster et qui s'adresse au grand public. C'est rare, 100 millions de dollars, ça vaut la peine de le souligner. Alors évidemment, vous l'avez compris, j'ai vraiment beaucoup aimé ce Oppenheimer. On est sur un grand film, on est sur un grand réalisateur, on est sur de très grands acteurs, on est sur un montage son absolument exceptionnel, on est sur des très bonnes musiques. Que veut le peuple? Alors c'est vrai que c'est déstructuré, c'est vrai que c'est très indigeste, mais c'est définitivement lié au message que le film veut faire passer. Donc, vous allez passer un moment cinéma assez particulier, vous allez apprendre des choses, ça va être 3 heures de votre vie terriblement intense, mais je vous invite vraiment à aller le voir au cinéma, si possible en IMAX, c'est toujours mieux. C'est le genre de film qui est prévu pour ça. Si vous devez faire un choix cet été, franchement, ce sera Oppenheimer, mais n'y allez pas en vous disant que vous allez vous goinfrer de popcorn. On est sur un film grave, avec un ton grave, réalisé de main de maître par un des meilleurs réalisateurs de notre époque. C'est comme ça. Allez, vous êtes prévenus. À très bientôt les amis. Ciao.